Bienvenue sur ce webinaire. J'ai le plaisir d'être avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Quentin qui est donc le- l'auteur, l'animateur et le vidéaste star de la chaîne Développeur Libre, la chaîne de développement aux 90 000, à bientôt 90 000 abonnés sur YouTube. Très heureux de t'avoir avec nous Quentin. Avec plaisir. Donc c'est vraiment super que tu puisses intervenir avec nous sur ce webinaire aujourd'hui. On est déjà assez nombreux, donc on va attendre encore quelques secondes avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quentin, tu me disais avant de commencer pour parler un petit peu de toi, que quand tu as voulu commencer vraiment en indépendant, c'était un choix que tu as fait relativement tôt. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a vraiment motivé je dirais l'aspect freelancing et formation? Parce que moi, je remarque qu'à chaque fois qu'on a un invité sur ce webinaire, les motivations sont toujours différentes. Je sais il y a souvent cet aspect liberté, mais quand on fait de la formation, quand on dispense en plus des formations, euh, quel était toi ton objectif derrière tout ça? Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai eu cette envie d'entreprendre assez tôt. C'est venu, on va dire, après le lycée, pendant mes études. Donc j'ai fait une prépa, une classe prépa. Donc pour ceux qui savent pas, une classe prépa, c'est 2 années, moi en tout cas centré sur des matières scientifiques, 2 années durant lesquelles on charbonne, on charbonne, on charbonne. Et bon, c'est un cursus qui mène assez souvent à une formation d'ingénieur, mais pas tout le temps. Et c'est vrai que très rapidement, en fait, j'ai eu cette envie d'entreprendre, mais plus pour l'aspect ambition, c'est-à-dire je veux créer une grosse boîte, je veux avoir des employés, je veux créer un service ou un produit qui aide du monde. Euh, mais c'était très flou, c'était toujours très flou. Et donc après, j'ai continué mes études, je suis entré en école d'ingénieur. Et petit à petit, ce côté entrepreneuriat, j'ai commencé à découvrir ce terme, parce que c'est vrai que c'était un terme très flou, hein. J'ai commencé à découvrir ce monde, le fait de travailler avec un ordinateur, etc., etc. Et quand je me suis lancé dans les études d'informatique, je me suis dit, mais attends, en fait là, dans l'informatique, on est l'un des seuls domaines à avoir la chance de pouvoir travailler avec un simple ordinateur. Je voyais mes amis qui étaient en chimie, eux, pour travailler, pour pouvoir apporter de la valeur, ils étaient obligés d'aller dans un labo avec des machines à plusieurs milliers ou millions d'euros. Nous, on a cette chance-là de pouvoir travailler et d'apporter de la valeur avec un simple ordinateur. Et à partir de là, je me suis dit, ah, on va peut-être en profiter, profiter de cet avantage. Et petit à petit, effectivement, bah, je me suis dit, ah bah tiens, on va essayer de faire quelque chose là-dedans, de creuser cette piste nomade, on va dire, de liberté. Et en parallèle, quand je suis entré en école d'ingénieur, donc une école d'ingénieur, c'est avant tout un univers, on va dire, universitaire. Et c'est vrai que l'aspect enseignement de groupe devant comment dire, devant plusieurs dizaines, voire même centaines de personnes dans des amphis, bah, ça m'a fait un peu un choc. L'enseignement, pour moi, ne m'allait pas. L'enseignement ne m'allait pas. Il n'y avait pas assez de passion dans la transmission de connaissances. Alors, je généralise, hein, il y avait des profs géniaux, mais voilà, pour moi, il y avait quelque chose à faire. Et surtout que D'accord. bah, je m'intéressais aussi au développement iOS et c'est pas quelque chose qui était enseigné dans mon école. Et à partir de là, je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de partager mon voyage en fait dans l'apprentissage du code et c'est de là qu'est née la chaîne YouTube notamment. Super. Bah, écoute, une sacrée histoire en tout cas. Vraiment, je crois qu'il y a un vrai cheminement et je pense que c'est la question que se posent pas mal de gens avant de se lancer. Qu'est-ce que je peux apporter et vraiment, qu'est-ce qui m'embête en fait dans le chemin classique. Et en tout cas, bon, bah, c'est un sacré parcours parce qu'on voit t'as vraiment développé ça de façon hyper forte.
Est-ce que je suis de retour? Ouais, t'es de retour. Voilà. J'ai des petits soucis de connexion de temps en temps. Donc ce que je disais, c'est que déjà bravo, bravo Quentin pour tout ça. Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur le chat. Donc j'espère que vous nous entendez bien. Mais bonjour à Martial, Rima, Reynald, Yacine, Philippe, Futura 2015, Marine, Bilal, Stéphane, Juno, tous les autres. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Votre fidélité, je vois des pseudos qui s'affichent, qui sont fidèles à nos webinaires, donc ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Écoute Quentin, en fait, on va rentrer directement dans le vif du sujet, si t'es OK, pour qu'on puisse parler de ce thème. Donc, quel langage de programmation apprendre en 2021? Un sujet que tu connais bien, puisque en fait, comment moi je me suis intéressé à ta chaîne depuis un petit moment. Et en fait, je me suis rendu compte que sur cette thématique, bah, tu étais tout simplement le top 1 YouTube. Donc, c'est quand même pas rien. Donc voilà, et en plus, j'ai trouvé que le ton que tu avais était hyper intéressant parce que c'était sans langue de bois, c'était très pragmatique et rationnel. Et on essaie de faire en sorte chez le e-book en fait, on soit dans les mêmes dispositions. Donc, si tu es OK, eh ben, on peut commencer. Ça marche. Je te laisse prendre la main ou je la prends directement? Eh ben, écoute, je te laisse afficher ta présentation et puis on va démarrer par la petite. Alors là, c'était. Ouais, voilà. Donc on reprend au début. Alors, du coup, pour très rapidement vous parler de l'EIBOO, certains nous rejoignent aujourd'hui, pas forcément à travers la newsletter de l'EIBOO ou bien les différentes communications qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux. Euh, donc l'EIBOO, c'est une plateforme de freelance en informatique qui connecte des freelances spécialisés sur le développement, entre autres, le DevOps, la Big Data, la cybersécurité, mais aussi tout un tas d'autres spécialités en informatique avec des grandes entreprises pour des missions en régie. La différence qu'on peut avoir par rapport à d'autres plateformes que vous pouvez connaître, c'est qu'on travaille uniquement avec des rencontres. On travaille également sur des missions longues. Donc, ce ne sont pas des missions qui durent 2 jours ou 3 jours. Mais généralement, nous, on a des missions qui durent en moyenne entre 14 et 16 mois. Donc, ça vous laisse le temps d'avoir justement, d'apprendre beaucoup de choses sur des projets qui sont très ambitieux, puisque généralement, ce sont des projets qui viennent de sociétés qui ont souvent pas mal de moyens. Et du coup, là est notre différence. Et en plus, pour les freelances qui nous rejoignent, il n'y a absolument aucun frais de service. Donc, le TJM que vous proposez est le TJM que vous facturez. Voilà, très rapidement, qu'est-ce qu'est le hibou? Du coup, Quentin, je te laisse poursuivre et rapidement te présenter s'il y a des éléments qu'on n'a pas encore évoqués de toi. Merci. Donc voilà, pour rapidement me présenter, c'est vrai je vais pas revenir sur l'histoire, on va dire, pardon, qui m'a amené là. Mais pour la faire court, donc voilà, je suis issu d'un bac scientifique. À mon bac, je savais pas forcément ce que je voulais faire plus tard. J'ai fait une prépa, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait la tête dans le guidon, on réfléchissait pas trop à ce qu'on voulait faire plus tard. Je suis entré dans une école d'ingé, et ce que j'ai pas forcément dit tout à l'heure, c'est que je suis entré en école d'ingé en filière électronique. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément. Donc j'ai fait cette première année et j'ai eu confirmation que ça ne me plaisait pas. Je voulais pas continuer là-dedans. Euh, et c'est aussi, je pense, alors voilà, il y avait un tout, mais il y avait aussi le fait, je pense, de me dire que en continuant dans cette voie-là, j'allais être un peu obligé de travailler pour une boîte, dans un labo, parce que c'est vrai que voilà, l'électronique, c'est un domaine qui, la plupart du temps, a besoin de certains moyens assez importants. Et c'est pas un domaine, en tout cas, j'avais pas l'impression de pouvoir avoir cette liberté de travailler juste avec un ordinateur. Donc bref, j'ai continué mes études en informatique et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour justement combler un manque, en tout cas selon moi, il y avait un manque en termes de formation sur le marché francophone en tout cas, pour apprendre à développer des applications iOS et surtout des formations qui soient
on va dire, centré pour quelqu'un qui veut obtenir cet aspect de liberté grâce au code. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver pas mal de formations, en français ou pas, mais qui restent quand même très techniques, on va dire. Et moi, avec d'autres formateurs que j'ai qui bossent avec moi pour la plateforme, on essaye de créer quelque chose qui soit un peu plus poussé en termes techniques, mais aussi qui parle spécifiquement à des personnes qui veulent devenir freelance. Donc voilà, pour mon parcours dans les très grandes lignes. Et Alors très sinon, j'aimerais... rapidement, juste Ouais, sans te couper, juste très rapidement, j'ai oublié de le dire avant de te laisser la parole. Si vous avez des questions, bien sûr, pour Quentin, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous avez une fenêtre de chat sur votre droite. Normalement, elle doit s'afficher. Et vous pouvez les poser au fur et à mesure. Et je suis revenu. et tu es Et, revenu. et vous pourrez les poser, et nous les poserons du coup dans la dernière partie du webinaire pour bien sûr répondre à un maximum de questions que vous pouvez avoir. Je te laisse la scène. Top. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de quel langage choisir, comme on disait en introduction, quand on veut se lancer en freelance. Alors, on va voir que, en fait, cette question, enfin, pourquoi on tourne ce webinaire autour de cette question-là? Parce que c'est une question qu'on pose souvent, qu'on se pose souvent quand on veut se lancer. Et c'est vrai que moi, à travers ma communauté YouTube et Instagram, c'est une question qu'on me pose très souvent. Et en fait, il n'y a pas de réponse à ça, et justement, je vais essayer de vous aiguiller là-dessus. Donc, ça reste mon point de vue, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas une réponse universelle, mais en tout cas, moi, si je devais me lancer dans la programmation, c'est comme ça que je réfléchirais. Alors, avant de commencer, euh, je pense qu'il faut bien comprendre qu'un langage, c'est avant tout un outil. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Euh, Parce que, en fait, quand on a un projet, euh, j'aime bien souvent prendre la comparaison entre apprendre le code et créer un site web, peu importe, un logiciel, une appli, peu importe. Comparer ça, en fait, avec euh, la construction d'un toit. Et pourquoi je dis un toit et pas une cabane, une maison ou un immeuble? Parce que justement, vous allez devoir définir qu'est-ce que vous voulez construire. Est-ce que vous avez juste besoin d'une maison pour vous abriter et que vous avez déjà un terrain à la campagne et il vous faut juste un toit? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez construire un immeuble pour le louer en Airbnb et avoir une rentabilité? Ou est-ce que, encore plus ambitieux, vous voulez créer la plus haute tour de Dubaï? Et en fait, je pense que c'est d'abord cette question-là qu'il faut se poser avant de se dire, bon, bah, je vais chez le Brico Dépôt et je vais acheter une scie et un marteau, ou au contraire, il faut que je fasse appel à je ne sais pas comment ça marche dans ce monde-là, mais il faut que je fasse appel à une entreprise qui m'aide à construire mon immeuble de 15 étages. Donc, une très rapide présentation sur quelques langages qui sont, on va dire, à la mode. Alors, qui sont à la mode, j'aime pas trop ce terme parce qu'il y en a qui sont à la mode parce que voilà, il y a un effet mode autour de ça, mais il y en a qui sont aussi très appréciés en ce moment parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Donc, une très rapide présentation sur quelques langages qu'on peut utiliser et qui sont surtout pratiques pour apprendre. Parce qu'on le verra, il y a plein d'avantages à ces langages-là. Donc, le premier auquel j'ai pensé, c'est le JavaScript, que je pense beaucoup de monde connaît au moins de nom. Euh, donc, déjà, ce qu'il faut essayer de comprendre pour chaque langage, c'est quels sont les domaines d'application, à quoi ils peuvent servir. Un marteau, ça sert à planter un clou. On ne va pas utiliser un marteau pour faire rentrer une vis dans un bout de bois. Donc le JavaScript, il est surtout utilisé, alors il a il est multi-usage, hein, mais il est surtout utilisé pour du web et du mobile. Donc l'avantage, c'est qu'il est multi-usage, on peut faire pas mal de choses avec. Le gros avantage aussi, c'est qu'il a une grande communauté. Et en fait, ça, c'est assez important quand on veut apprendre un langage parce que on va trouver plus facilement les réponses à nos questions. On aura beaucoup de questions au début quand on apprend un nouveau langage. Et en fait, si on ne trouve pas des réponses assez facilement à nos questions, on va très vite être découragé. Par contre, selon moi, l'inconvénient du JavaScript, c'est qu'il est trop permissif. Ce que j'entends par trop permissif, c'est que euh, il,
il laisse la place à beaucoup de bugs, ou en tout cas si on ne fait pas attention et quand on apprend un nouveau langage et quand on débute dans la programmation, dans le développement, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas encore assez l'outil et le fait que le JavaScript soit assez permissif, ça donne lieu à pas mal de bugs. Ensuite, je pense au Python. Le Python qui est le langage, moi personnellement, que j'ai découvert en premier. Euh, alors c'était en prépa, c'était parce qu'on avait besoin de ce langage-là pour faire des expériences, en tout cas des analyses de données. Le Python, il est bien pour apprendre. On a souvent cette image de ce langage comme un langage un peu comme un jouet, un langage qui sert juste pour apprendre et puis après on passe à autre chose. Mais pas du tout. Le Python peut vraiment avoir des utilisations très poussées. On l'utilise notamment en intelligence artificielle et on peut l'utiliser également pour faire des graphiques et configurer des serveurs web. Donc on voit aussi qu'il y a pas mal de champs d'application. Donc comme je disais, il est très facile à apprendre et au niveau de la communauté, là encore une fois, c'est une communauté immense et surtout, donc on a forcément une abondance des ressources pour apprendre. Mais tout comme le JavaScript, et même, je dirais encore un peu plus que le JavaScript, il est quand même très permissif. Ensuite, on a le C et le C++. Donc, c'est deux langages différents, hein, mais le C et le C++, on va dire que c'est deux langages qui sont différents, mais qui sont souvent utilisés ensemble. Euh, les utilisations de ces deux langages, c'est surtout du bas niveau. Alors, ce que j'entends par bas niveau, c'est quand on rentre plus proche de la machine. Donc, avec du C, contrairement avec le Python, le C va par exemple nous permettre de contrôler beaucoup plus précisément la mémoire. Donc ça, forcément, ça a des utilisations un peu plus pour la robotique, pour tout ce qui est plus proche en fait du matériel. Mais on peut aussi faire des jeux vidéo et des interfaces graphiques avec le C et le C++. L'avantage, qui est aussi un inconvénient, c'est que le C et le C++ sont très stricts. C'est le deuxième langage, moi, le C, c'est le deuxième langage que j'ai appris en école d'ingénieur. Et en fait, il est très strict, et ça nous permet en fait de vraiment comprendre ce qui se passe quand on utilise un langage de programmation. Et c'est pour ça que c'est un avantage, parce que si vous voulez découvrir la programmation euh, et que vous vous lancez dans l'apprentissage du langage C, là au moins, alors vous êtes sûr que vous allez galérer, mais au moins vous êtes sûr que c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous permettre d'acquérir des bases très solides. Et ce qui est cool du coup avec ce langage, c'est qu'une fois que vous maîtrisez le C, j'ai envie de dire que passer à quasiment n'importe quel autre langage, en tout cas les langages classiques, ça va être relativement simple. Mais du coup, son apprentissage est quand même assez long et assez fastidieux. Ensuite, on a le Swift. Alors, le Swift, je l'ai intégré parce que forcément, c'est mon petit préféré. Euh, il est assez récent, il est né en 2014. Il a été créé en partie par Apple et donc il sert surtout à développer des applications iOS natives. Alors, des applications iOS et en fait des applications sur tous les environnements Apple, donc les télés, les iPads, les ordinateurs, enfin, les Macs, etc., etc. Euh, L'avantage du Swift, c'est qu'il est permissif, mais strict également. Ça veut dire en fait qu'il permet de faire vraiment beaucoup de choses, mais qu'il a quand même cette rigueur qui va justement nous forcer à nous, en tant que développeurs, être rigoureux et créer du code, on va dire, propre. L'inconvénient, bien sûr, c'est que le Swift est utilisable que sur les plateformes Apple. Alors, on peut configurer des serveurs avec du Swift, mais vraiment son utilisation principale, c'est développer des logiciels avec une interface graphique sur les appareils Apple. Et un autre langage maintenant qui est très connu, qui lui n'est pas né en 2014, il est vraiment il est en place, hein, ça fait longtemps qu'il est là, c'est le Java. Lui aussi peut servir à beaucoup de choses, configurer des serveurs, créer des sites web, des logiciels, des progiciels, faire de l'intelligence artificielle, on peut faire vraiment pas mal de choses avec le Java. L'avantage, c'est que toutes les machines qui ont en fait, qui savent interpréter du Java peuvent lire un programme Java et ces machines-là sont assez nombreuses. Et donc du coup, on a également une grande communauté sur le langage Java qui permet
d'apprendre assez facilement. Mais je dirais un peu comme le C, le Java, c'est quand même un langage qui, de par toutes les fonctionnalités en fait qu'il intègre, si on peut appeler ça des fonctionnalités, c'est un langage qui est quand même assez long à apprendre. Donc voilà, alors, bien sûr, il y a pas mal d'autres langages, hein. Là, j'ai vraiment fait une passe très très rapide dessus. Il y a le C Sharp, il y a encore plein d'autres langages. On nous parle aussi Mais du .NET pendant dans le chat aussi, effectivement, ouais, sur lequel il y a pas donc mal de voilà, monde. Ouais. ouais, en fait, il y a vraiment beaucoup d'autres langages et je voulais pas tous les énumérer en fait. Pourquoi? Parce que selon moi, bah, il faut pas, en fait, c'est pas vraiment une bonne approche de faire le listing comme ça et de se dire, ah, avantages, inconvénients, champ d'application, ah bah tiens, je vais choisir celui-là ou celui-là. Pour moi, pour choisir un langage, il faut se poser plusieurs questions. Déjà, la première des questions, c'est, comme je disais en introduction, choisir ses plans, définir son objectif avant de choisir les outils. Parce que bah, vous savez bien qu'on choisit ses outils en fonction de ce qu'on veut construire. Et donc la première des questions, c'est est-ce que vous voulez construire une tente? Est-ce que vous voulez construire une maison ou est-ce que vous voulez construire un immeuble? Et en fait, bah, ce cahier des charges, entre guillemets, va définir quand même pas mal de choses. Le matériel, mes outils, combien de temps je passe à l'apprentissage de la programmation. Parce que, bon, je suppose que si je veux créer une tente dans mon jardin, je peux regarder une vidéo YouTube et je serai capable de créer une tente. Euh, Par contre, pour un immeuble, je Plus pense qu'une compliqué. vidéo YouTube, c'est pas suffisant. Donc voilà, bien définir ses objectifs. Et en fait, en fonction de ça, on va pouvoir utiliser les bons outils. Alors là, j'ai fait une pseudo roadmap, entre guillemets. C'est celle que moi j'utiliserai, mais encore une fois, il faut vraiment prendre plein de facteurs en paramètre. Et disons que si demain je voulais me lancer dans le développement web, bah, en fait, je choisirais pas forcément les technos les plus complexes, les plus neuves, etc., etc. Je me lancerai déjà dans la maîtrise du HTML et le CSS pour bien comprendre ce qui se passe derrière la création d'un site web. Et ensuite, je me poserai la question, cette fameuse question entre la tente, la maison et le building, qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que je veux construire du front-end? En tout cas, est-ce que je veux me spécialiser dans le front-end? Donc tout ce qui est visible, l'interface graphique, les animations, etc., etc. Dans ce cas-là, je me lancerai dans l'apprentissage du JavaScript et éventuellement, après, je m'orienterai vers des technologies donc, qui ne sont pas vraiment des langages, mais plus des frameworks comme le React, donc le React.js qui est basé sur du JavaScript. C'est pour ça que j'intégrerai le JavaScript dans mon apprentissage ou encore le Vue.js. Donc, ces deux technos parmi d'autres, hein, il y en a d'autres, mais c'est des frameworks, des outils qui sont pas mal utilisés et qui ont pas mal d'avantages, comme surtout leur communauté, pour créer justement la partie front, donc la partie visible d'un site web. Maintenant, pour ce qui est du back-end, après avoir maîtrisé plus ou moins les bases du HTML et du CSS, je me lancerai plus vers du PHP ou du Python, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Python, comme le PHP, peuvent permettre de configurer des serveurs, de faire des requêtes en fait entre le site et les bases de données, et également vers des langages comme MySQL ou MongoDB qui, eux, permettent de gérer des bases de données. Donc en fait, on voit vraiment que euh, apprendre le développement, c'est pas juste apprendre un langage en se disant je vais apprendre du HTML, ensuite j'apprendrai du CSS et ensuite j'apprendrai le JS, le JavaScript. Mais c'est vraiment se dire ok, bah, qu'est-ce que je veux construire? Et pour construire cette chose-là, par exemple pour créer une base de données, bah, qu'est-ce que je dois maîtriser? Tel outil, telle notion de base de données, etc., etc. Et ensuite, maintenant, si je veux me lancer vers une spécialisation, on va dire, de développeur full stack, donc le full stack va gérer à la fois le front-end et le back-end, bon, bah, dans ce cas-là, il faut maîtriser plus ou moins tous les outils. Donc ça, c'était pour le parcours web, très simplifié, hein. Maintenant, pour le parcours mobile, là, je me poserai dans un premier temps la question, est-ce que je veux me spécialiser dans du développement Android? Est-ce que je veux me spécialiser dans du développement iOS ou est-ce qu'au contraire, j'ai pas envie de me spécialiser
et j'ai vraiment envie de pouvoir fournir d'apporter de la valeur et de travailler avec des boîtes qui ont besoin des deux à la fois. Alors, c'est pas parce qu'elles ont besoin d'une version Android et d'une version iOS qu'on va forcément s'orienter vers du cross-platform. Et on verra après qui va plutôt s'orienter vers du natif Android plus natif iOS ou qui va s'orienter plus vers du cross-platform. Donc, pour du développement Android, là, j'irai pas chercher des technologies complexes. J'irai tout simplement chercher les technologies qui sont mises en avant par Google, qui sont tout simplement le Kotlin et le Java. Euh, alors, je ne suis pas développeur Android, mais d'après ce que j'entends par mon entourage et ce que je lis sur Internet, j'ai l'impression que le Kotlin est vraiment en train de prendre le dessus par rapport au Java et que Google est vraiment en train de pousser les applications développées en Kotlin de plus en plus par rapport aux applications développées en Java. Donc ça, c'est pour les applications natives Android. Petite précision d'ailleurs, ce que j'entends par natif, c'est du code qui est développé spécifiquement pour la plateforme Android. C'est-à-dire qu'avec ce code-là, on ne va pas pouvoir s'arranger pour le déployer également sur un environnement iOS. Et au contraire, pour quelqu'un qui veut se spécialiser dans le développement iOS, là j'irai complètement vers du Swift et du Swift UI. Donc le Swift UI, petite précision, c'est un framework qui permet de développer des interfaces graphiques qui est basé sur du Swift. C'est un peu l'équivalent on va dire, du React.js pour le JavaScript, de manière très grossière. Donc je m'orienterai vers ces technologies-là parce que, encore une fois, c'est les langages, les outils qui sont poussés par Apple pour développer, pour leurs applications sur l'App Store. Et maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer sur du cross-platform, donc développer un seul et même code qui puisse être déployé sur deux plateformes, je dis deux plateformes parce que c'est les deux seules, on va dire, hein, les autres n'existent plus vraiment. Là, je me lancerai plus vers du React Native, qui est donc également basé sur du JavaScript, ou du Flutter. Alors, c'est les deux technologies vers lesquelles moi je me lancerai, qui sont, on va dire, les plus en vogue en ce moment. C'est des technologies assez neuves. De toute façon, sur le mobile, on ne va pas trouver des technologies qui ont plus de 10 ou 20 ans, parce que le monde des applications mobiles existe depuis, on va dire, 2008, donc c'est tout neuf. Mais malgré ça, c'est des technologies qui sont quand même très en vogue et il y a vraiment une grosse communauté autour de ça. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai vraiment parlé du web et du mobile parce qu'on va dire que c'est ce que je connais le mieux, mais le raisonnement en fait serait le même pour quelqu'un qui veut se lancer spécialement dans le jeu vidéo, spécialement dans l'intelligence artificielle, vraiment se demander ce que je veux faire et ensuite faire une simple recherche Google par exemple, euh, en tapant par exemple quel outil, enfin quel langage pour créer ce que je veux créer. Donc ça, c'était un axe de réflexion. Mais je pense qu'il faut aussi se poser une question un peu plus précise ou plutôt une question parallèle. Parce que là, en fait, on s'est demandé sur quoi je veux travailler, mais on ne s'est pas demandé pour qui ou pourquoi je veux travailler. Et je pense que c'est deux questions qu'il faut mettre en parallèle, et avec ces deux questions, le champ des possibilités va plus ou moins se restreindre, et je pense qu'en se posant ces deux questions, on peut tomber sur un, deux ou trois langages précis qui seront du coup les premiers langages à apprendre, ou en tout cas les premiers langages à apprendre si vous voulez vous lancer dans cette voie-là. Donc la deuxième question, c'est quel est mon projet, pour qui je veux travailler ou comment je veux travailler. La première réponse, la première catégorie, je dirais que c'est les personnes qui veulent bosser pour une boîte. Alors quand je dis bosser pour une boîte, ça peut être à la fois bosser dans leur boîte, donc en contrat, hein, CDI ou CDD, mais c'est aussi en tant que freelance, parce que les boîtes embauchent de plus en plus de freelance, euh, et vous travaillez aussi pour cette boîte-là. Donc, si vous avez une boîte en vue, je pense notamment à toutes ces personnes qui veulent travailler absolument pour Google ou travailler absolument chez une marque en particulier ou une application en Ou chez particulier. le hibou, par exemple. Voilà. Par exemple, je dirais en fait que mon conseil, en fait, ce serait tout simplement d'aller voir eux comment ils travaillent,
d'aller voir sur le site du hibou, d'aller voir sur le site de la boîte, d'aller voir sur un site d'embauche, de voir si cette boîte-là a des offres d'emploi. Et en général, c'est listé enfin, sont listés les langages qui sont utilisés ou en tout cas qui sont demandés euh, pour les personnes qui veulent bosser pour ces boîtes-là. Et du coup, bah, se dire si vraiment je veux bosser pour telle ou telle boîte et que toutes leurs offres d'emploi euh, contiennent la demande C++ ou Swift ou tel langage, bon, bah, dans ce cas-là, on se lance dans l'apprentissage de ce langage-là pendant ses études, pendant sa formation, peu importe. Et comme ça, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, on va pouvoir postuler euh, avec les armes en main, on va dire. Ouais, pour simplement pour compléter ce que tu viens de dire, Quentin, qui est hyper intéressant et totalement vrai, nous, ce qu'on voit, par exemple, c'est que en fait, on a, par exemple, il y a énormément de recherches sur la plateforme pour un développeur Java. Voilà, Mm. je trahis aucun secret, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fréquent. Le fait est qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de développeurs Java qui sont listés chez nous. Bon, il y a des missions, ça c'est clair et net. Mais il faut voir les choses de deux façons. Effectivement, soit en fait, on se dit, moi, je veux attraper un maximum d'opportunités, et donc du coup, je choisis un langage en fonction du nombre d'opportunités. Mais ça peut être aussi à double tranchant dans le sens où en fait, il y a beaucoup de concurrence. Soit justement, je veux me différencier et ben, je vais viser autre chose parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont concentrés sur un seul langage particulier. Et donc, bah, moi, je fais le pari d'aller voir, de faire autre chose, d'apprendre autre chose, justement pour créer ma propre différence. Et je suis pleinement d'accord avec toi. Quand on a une boîte ou un secteur en vue, je pense que c'est un paramètre qui compte énormément. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que l'aspect spécialisation, c'est quand même très important. Et puis, on va en reparler juste après. Donc, justement, si maintenant votre objectif, c'est de devenir freelance et de pas spécialement bosser pour une boîte en particulier, mais plus, voilà, vous avez une passion qui est par exemple le développement web ou mobile, ou des jeux vidéo, enfin, peu importe, euh, et que vous vous dites, moi, je veux avant tout bosser dans ce secteur-là plutôt que bosser pour cette boîte-là. Bah, dans ce cas-là, moi, mon conseil, c'est de se positionner en tant que conseiller, en tant que consultant, on va dire. Ça veut dire que c'est vous l'expert et les boîtes vont venir vers vous en vous demandant, OK, voilà mon problème, je veux résoudre ce problème-là, je veux avoir plus de ventes, je veux développer un site web pour avoir plus de visibilité, peu importe. Et vous, vous allez leur dire, bah, écoutez, voilà votre problème. Moi, je connais très bien votre problème parce que je suis expert dans ce domaine-là. Vous n'y connaissez absolument rien en code. Moi, je vous propose d'utiliser telle ou telle technologie parce que raison A, parce que raison B, etc., etc. Et eux, en fait, votre client ne sera peut-être pas forcément arrêté sur une technologie parce que justement, il fait appel à vous parce que vous êtes l'expert dans votre domaine et c'est à vous d'imposer votre style, entre guillemets, euh, mais parce que justement vous maîtrisez certaines technologies et que vous savez que ces technologies-là sont bonnes et qu'il y a des bonnes raisons d'utiliser celles-ci pour tel ou tel projet. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer en freelance, c'est une manière de voir les choses quand on se lance en freelance. Maintenant, on peut également vouloir lancer son propre projet. Alors, on peut également vouloir bosser dans des startups. Mais bosser dans une startup, ça veut aussi bien pouvoir dire créer ma propre boîte avec des associés ou rejoindre une startup et faire partie de l'aventure, on va dire, de décollage, de création d'une nouvelle boîte sans forcément avoir toute la charge, on va dire, de la pression du créateur. Donc là, je dirais que ça peut être une bonne idée, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut être une bonne idée de choisir des langages multifonctions. Pourquoi? Parce qu'une startup, en général, et là vraiment je fais des généralisations, et il faut vraiment se renseigner si vous avez une startup en tête en particulier, ou si vous avez un business model, si vous êtes le créateur de la startup en tête. Euh, En fait, une startup en général, qu'est-ce qu'elle a? Elle a peu de temps et peu de moyens. Parce qu'il faut lancer un produit le plus rapidement possible pour lever des fonds et justement enfin, pour avoir ses premiers revenus pour ensuite lever des fonds. Et donc, à partir de ce constat-là,
peu de temps et peu de moyens, bah, il faut se lancer vers des langages multifonctions, comme par exemple la startup qui veut développer une application mobile euh, qui doit justement, enfin, qui a pour but, enfin, le business model est centré autour de l'application mobile. Bon, bah là, votre objectif, c'est de lancer l'application mobile le plus rapidement possible et avec le moins de moyens financiers possible. Dans ce cas-là, on va peut-être se tourner vers des technologies cross-platform comme le Flutter ou le React Native parce que ça permet de créer des applications beaucoup plus rapidement dans la mesure où vous n'avez qu'un seul code à créer. Alors, disons que quelqu'un qui veut créer une application native n'aura pas forcément besoin d'exactement 2 fois plus de temps pour développer les deux applications qu'en utilisant des technologies cross-platform, mais le ratio est quand même assez important. Mais encore une fois, ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que imaginons que votre startup, ce soit de lancer une application, mais cette application-là, euh, c'est le centre du business model. C'est-à-dire que l'argent que vous allez générer avec votre startup, euh, ça va être vraiment l'application elle-même. Ce ne sera pas, par exemple, comme Uber, où l'application n'est juste qu'un outil et la valeur ajoutée de la boîte, c'est les taxis. Donc, si vraiment votre application, c'est le centre du business model, bah là, peut-être que votre priorité, c'est pas de lancer un produit le plus rapidement possible, mais c'est de lancer un produit qui soit avec le moins de bugs possible, le plus propre possible, etc., etc. Et cetera. Et dans ce cas-là, bah, peut-être qu'on va se tourner vers des technologies natives, parce que, euh, comme on dit, hein, le meilleur moyen de plaire à tout le monde, enfin alors je sais plus exactement ce que c'est, la meilleure façon, euh, le meilleur moyen, enfin, vouloir plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de plaire à personne. Et c'est un peu ce que je mets à côté des langages cross-platform, parce que si on veut plaire à tout le monde, bah, on va pas être spécifique à telle plateforme ou tel OS, et du coup, ce sera peut-être des applications qui seront peut-être moins bien finies en général. Donc voilà pour les personnes qui sont attirées par ce monde des startups. Et bah, selon moi, en fait, c'est les deux questions, c'est quel projet je veux, enfin, sur quel type de projet je veux bosser et pour qui ou pourquoi je veux bosser. Donc voilà, selon moi, c'est les deux questions et je pense en fait qu'en essayant de répondre à ces deux questions à titre personnel, bah, vous devriez en fait élaguer certains, le champ des possibilités et tomber sur un, deux ou trois langages de prédilection, on va dire. Et à partir de ce moment-là, si jamais vous hésitez encore, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se lancer dans un des langages, sachant que de toute façon, ce que vous allez apprendre, bah, ça pourra toujours être réutilisé demain si vous vous rendez compte que tel ou tel langage que vous êtes lancé dans du JavaScript et que bah, au final c'était peut-être pas le meilleur choix, bon bah ok, on repart de zéro, on se lance dans l'apprentissage du Python et en fait les notions que vous aurez déjà acquises avec le JS seront tout à fait valables en Python. Donc voilà pour cette présentation. Après, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques par rapport à tout ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Quentin. En tout cas, c'était super clair et une nouvelle fois vraiment bien décrit et accessible à tous. Donc, je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir eu cette approche, pas justement plonger dans un langage en particulier ou dans une mode, mais vraiment se poser la question des usages. Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est que nous, on a parfois des gens qui viennent sur la plateforme pour s'inscrire, qui sont des freelances, qui sont jeunes ou un peu moins jeunes et qui ont commencé à apprendre un langage et puis qui nous disent oui, bah, c'est un petit peu compliqué pour moi et j'ai choisi cette spécialité-là. Et effectivement, ils ne se sont pas posé la question de savoir s'il y avait un secteur qui les intéressait, s'il y avait des types de missions qui les intéressaient, s'il y avait même des entreprises qui les intéressaient, tu en as parlé, ou même des projets, parce que effectivement, travailler sur des applications mobiles, travailler sur des applications en IA, c'est pas dans tous les langages qu'on peut le faire. Donc voilà, il faut vraiment faire son choix de façon assez rationnelle. Et je pense que c'était bon de faire au moins ce rappel-là. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. On avait posé la question à notre communauté, le hibou, si justement s'il y avait des questions pour toi. Et puis, effectivement, je passerai aux questions ensuite qui ont été posées dans le chat. N'hésitez pas justement à en poser hein, pendant tout le webinar. La première question qui avait été posée, c'est, alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent aussi,
qui sont des freelances, qui sont devs depuis un certain temps. Là, on a parlé quand même pas mal d'éléments qui étaient accessibles un peu à tout le monde. Maintenant, pour vraiment se pencher sur des gens qui ont un peu d'expérience, d'après toi, s'il y avait peut-être une ou deux pistes que tu pouvais donner, ou est-ce que c'est peut-être au contraire exactement le même raisonnement? La question, c'était quel langage apprendre quand on n'est pas débutant pour rester dans le coup? Pour rester dans le coup, alors ça c'est une très bonne question. Euh, et en fait, alors c'est vrai que moi, en tant que développeur iOS, donc moi je me suis spécialisé dans les technologies du Swift et du Swift UI. Euh, donc le Swift UI, c'est très récent. Ça a été annoncé en juin 2019 et puis on va dire que ça a commencé à se répandre au grand public à la rentrée 2019. Et on va dire que encore aujourd'hui, enfin ça devient seulement aujourd'hui la norme pour développer une application iOS. En fait, je prendrai cet exemple pour répondre à la question parce que euh, en tant que développeur iOS, bah forcément, on suit les conférences, on regarde ce qui se fait, ce que présente Apple, etc., etc. Et cetera. Et typiquement, là, on voit que le Swift UI, enfin, on sent vraiment une volonté de la part d'Apple de pousser le Swift UI et de laisser un peu de côté l'ancien framework qui s'appelle UIKit et qui est quand même très fastidieux. Là, ils sont vraiment repartis de zéro. Bon, bah voilà, en fait, à partir du moment où on comprend ça, on se dit que l'avenir, on va dire, des développeurs iOS, ça va être le Swift UI. Et donc, c'est vrai que dans cet exemple-là, la réponse, elle était assez évidente. Maintenant, pour des autres technologies, je dirais que bah, ça dépend vraiment encore une fois, de votre cas de figure, parce que si ce que vous voulez faire, c'est bosser dans une boîte. Bon, bah, dans ce cas-là, encore une fois, la réponse est la même que tout à l'heure. C'est regarder ce que veut la boîte, comment évolue la boîte. Et dans ce cas-là, enfin, on suit ce qui est plus ou moins conseillé par la boîte. Après, si vous êtes effectivement indépendant, où là, il y a moins de personnes qui vont vous dire, bah, tiens, prends cette direction-là ou prends cette direction-là, euh, je pense que le mieux, c'est d'essayer de toucher un peu à tout. Alors, en tout cas, de toucher aux technologies qui semblent être un peu en vogue, qui semblent un peu émerger, comme par exemple le Flutter ou le React Native, qui sont quand même assez récents, si je ne me trompe pas. Euh, en fait, essayer de toucher à ça sans trop se poser de questions, parce que pour moi, si on est déjà développeur depuis pas mal de temps, la découverte et la maîtrise d'un nouveau langage va être relativement euh, facile. Enfin, je veux dire, ça va prendre beaucoup moins de temps que si on découvre complètement le monde de la programmation. Et bah, ne pas hésiter à se lancer, parce que c'est vrai que c'est aussi un choix très personnel. Pour Ouais, avoir bien sûr. essayé du Flutter, par exemple, je sais que bon, c'est pas quelque chose enfin, je m'y plais moins à développer en Flutter, par exemple. Donc, je pense qu'il faut essayer et essayer de trouver des technologies. Et puis peut-être que comme ça, on va se rendre compte que bah, telle ou telle technologie, tel ou tel outil est beaucoup plus efficace pour moi parce que je fais tel type de site web, je fais des sites e-commerce ou je suis spécialisé dans le mobile, etc., etc. Et cetera. Et puis se rendre compte que cette technologie est plus pratique, mais pour moi, encore une fois, et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de réponse sur Internet du Ouais, style quel est le meilleur langage, quoi. ouais, bien sûr. Ok, bon, effectivement, donc ta méthode, elle est un petit peu evergreen. Donc, en fait, quel que soit le contexte, on a la possibilité de l'appliquer, quel que soit le moment de sa carrière, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, avant tout. Il y a une question de Bogdan, qui est très actif sur le chat, ça fait plaisir. Et je pense qu'il est aussi intéressante parce que, en fait, on a souvent cette discussion avec des devs. Euh, il y a toute la question autour de PHP Symfony, où en fait, qui sont, voilà, PHP qui est le langage très répandu, versus les langages plus typés Microsoft, style C Sharp, .NET, SQL Server. Pour une personne qui est déjà dev, par exemple, est-ce que tu conseilles soit de s'orienter vers l'un ou l'autre, ou si on est en fait si on est en début de carrière, est-ce que en fait tu penses que Symfony par exemple a encore un avenir, ou que c'est pas le cas, et est-ce qu'il y a un intérêt à aller vers .NET, vers C Sharp, vers ce genre de techno, qui ne sont pas les technos d'ailleurs, mais voilà, qu'est-ce que toi tu aurais comme préférence a priori qui n'engage que toi
sur cette espèce de dilemme qui nous est posé. Entre la spécialisation et rester global, c'est ça? Oui, alors il y a la partie, il y a la spécialisation, effectivement. Et puis, je pense que ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a des technos qui sont peut-être un petit peu qui sont en train un peu de décliner. Hmm. Mais est-ce que, en fait, elles sont toujours là? Donc, Symfony, par exemple, c'est une techno sur laquelle, en fait, il y a beaucoup de gens. Mais bon, typiquement, il y a des débats sur le fait que est-ce qu'elle est vraiment encore pertinente? Mais est-ce que, en fait, on reste dessus ou est-ce que, en fait, il y a plus d'intérêt à aller vers bah, un environnement style C# ou .NET? Ouais. Alors moi, C'est un je peu connais pas. deux questions en une question, voilà, d'une certaine façon. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je maîtrise pas du tout cet aspect-là, enfin cette catégorie-là du développement, tout ce qui est back-end, PHP, Symfony. Hmm. Mais en fait, parce que c'est vrai que rester expert sur une technologie qui est en déclin, bah, ça peut aussi avoir des avantages. Parce que qui dit technologie en déclin dit beaucoup de monde vont suivre cette tendance, passer Tout à sur fait. des technologies plus neuves, et forcément, bah, il y aura de moins en moins d'offres. Il y Tout aura de à moins fait. en moins de Je suis demandes, mais complètement d'accord avec moins en toi. moins d'offres. Et ce qui fait au final que on se spécialise d'une autre manière, non pas en développant des compétences très pointues dans un domaine, mais plutôt en gardant des compétences, très pointues ou pas, dans un autre domaine qui, lui, bah, perd de son enthousiasme, en fait. Et ce qui fait que c'est un moyen comme un autre de devenir un peu l'expert, ou du moins la référence sur un domaine. Et bah ça, voilà, encore une fois, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que si c'est une technologie que vous maîtrisez vraiment et que, disons que si l'iceberg y fond, bah, vous allez être l'un des derniers à partir et que pour vous, en vue de vos connaissances, que vous êtes vraiment expert dans un domaine à tel point que bah, toutes ces personnes euh, qui sont moins qualifiées que vous bah, vont partir en premier, ce qui fait qu'à la fin, il ne reste plus que vous en tant que référence dans tel domaine. Ça veut dire que vous avez encore du temps pour réagir, du temps pour vous former sur d'autres technologies. Et dans ce cas-là, peut-être que euh, bah, c'est une bonne idée de continuer à proposer vos compétences dans ce domaine-là, quoi. D'accord, super. Très clair. Alors, on va reprendre encore peut-être deux questions. Alors, il y a une question qui avait été posée par des personnes qu'on avait interrogées par mail. C'était au regard du salaire. Est-ce que il y a aujourd'hui, d'après toi, matière à choisir en fonction du salaire? Et si oui, est-ce qu'il y a vraiment un langage sur lequel, en fait, tu vois qu'il y a pas quelque chose vraiment qui explose à ce niveau-là, ou est-ce que c'est un mythe et que, en fait, au final, tout est à peu près au même niveau? Bah, en fait, oui, on peut faire des recherches je crois que Indeed est pas mal par rapport à ça, mais il y a d'autres sites de statistiques qui donnent des statistiques de salaire par rapport au langage. Euh, mais pour moi, c'est très risqué, en fait, de choisir cette stratégie-là. Pourquoi? Parce que d'une part, les statistiques qu'on va obtenir, c'est des moyennes. Euh, mais les moyennes, enfin, je veux dire, il y a énormément de facteurs déterminants par rapport à ça. Déjà, il y a la localisation. Euh, En Île-de-France ou en province, les salaires, les moyennes de salaire sont pas du tout les mêmes. Et en plus de ça, en fait, pour moi, être développeur Swift ou être développeur Symfony, bah, ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, on est un développeur et on a plusieurs cordes à notre arc. On sait faire du back-end, du front-end, et effectivement, le Swift ou le Flutter ou le React ou le JavaScript, peu importe, sont nos outils. Mais en fait, le plombier, il n'arrive pas à la maison en disant, bah voilà, je sais manier le marteau ou la clé de 12. Je suis un plombier avant tout. Et je pense que voilà, c'est très risqué d'adopter la stratégie du salaire en se disant, je vais me lancer dans tel langage parce que c'est celui qui paye le mieux. Pour cette raison-là, premièrement, et deuxièmement, parce que bah, en choisissant comme ça, il y a de fortes chances qu'on se lance dans des projets qui ne nous plaisent pas.
Qui dit projet qui ne nous plaise pas dit investissement moindre de notre part. Et qui dit investissement moindre de notre part dit forcément salaire plus bas parce que la boîte va voir que vous êtes moins investi, que peut-être forcément vous êtes moins bon parce que naturellement, si on est moins investi, si quelque chose nous plaît moins, au bout de quelques mois, quelques années, il va y avoir une différence en fait de niveau, de compétences parce qu'on sera moins attiré par le domaine et qu'on va moins naturellement se former et que ça va être beaucoup plus difficile pour nous d'évoluer dans la boîte et en compétences. Tout à fait, ouais, effectivement. Pour simplement donner une petite précision sur ce que tu disais par rapport au langage qui déclinait tout à l'heure, et que ça peut être une stratégie. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, il y a une technologie qu'on a sur la plateforme qui est le AS400, qui est vraiment un langage qui est pas très ancien. Il y a peut-être, il y a très très peu de gens qui le pratiquent, mais croyez-moi qu'il y a encore de la demande. Et les TJM sont très élevés. Donc, ça peut être aussi une stratégie totalement de se positionner là-dessus. Parce que, comme c'est très difficile à trouver, les gens font un peu ce qu'ils veulent avec. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, Quentin, dernière question. Et là, c'est un petit peu pour un peu surfer sur l'actualité, mais quid du no-code? Parce on en a parlé. Et aujourd'hui, on parle d'apprendre un langage de programmation et on voit fleurir partout la problématique du no-code. C'est quoi ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu penses en général de ce mouvement? Voilà. Alors, c'est vrai que le no-code, on pourrait en parler pendant très longtemps. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai enregistré un podcast avec Shubham, qui est, j'ai l'impression, un peu la référence, en tout cas sur Shubham YouTube en Sharma, termes ouais, de no-code. de chez Ouais, Tempo, ouais, effectivement. Ouais. ouais, ouais. Et donc, j'ai enregistré un podcast avec lui et on échange justement pendant 1 heure sur ce sujet. Mais pour faire court, je dirais que, en fait, le no-code, c'est génial parce que ça permet à des gens qui ne savent pas coder de créer des projets qui avant nécessitaient des compétences en développement, des sites web, des applis, des bases de données, etc., etc. Euh, mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que les meilleurs no-codeurs sont des développeurs. Pourquoi? Parce que euh, créer des bonnes séquences d'automatisation en no-code, créer euh, des, des produits, des logiciels qui sont propres en no-code, qui fonctionnent bien, euh, ça demande en fait avant tout de la logique. Et cette logique-là, on l'acquiert surtout en passant des mois et des années à développer, quoi. Donc, c'est bien, ça permet de faire des choses incroyables, mais pour moi, le no-code n'est absolument pas prêt euh, à, euh, comment dire, Surpasser à- le dev. voilà, c'est ça, à faire Mhm. disparaître le métier de développeur. Et en fait, je pense, pour moi, que le no-code, c'est un peu, alors avec des gros guillemets, mais c'est un peu comme si c'était un nouveau langage de programmation. C'est-à-dire que Ouais. moi, je vois ça comme un nouvel outil pour les développeurs qui, par exemple, pour un développeur web, euh, peut-être qu'un client va venir le voir et on va lui demander, moi je veux un site pour mon resto. D'accord, qu'est-ce que tu veux sur ton site? Est-ce que tu veux pouvoir commander en ligne? Non, je veux juste ma carte. Bon, dans ce cas-là, je vais peut-être pas m'embêter à développer moi-même la page. Je vais te faire un truc avec WordPress ou avec n'importe quel outil qui permet de développer, enfin n'importe quel outil no code. Et voilà quoi. Et après, plus tard, si je veux ajouter une carte interactive, de la personnalisation, bref, peu importe, là, dans ce cas-là, je vais utiliser mes compétences en programmation. Moi, je vois vraiment ça comme un outil supplémentaire euh, pour les développeurs. Eh bien, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Quentin, en tout cas, pour toutes ces réponses aux multiples questions qui t'ont été posées. Il me reste trois choses à vous rappeler. Il y aura effectivement un replay, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous allez tous recevoir un email avec le lien qui vous mène au replay. La deuxième chose, c'est que ne manquez pas le site, évidemment, la plateforme lehibou.com sur laquelle vous avez plus de 300 missions qui sont postées tous les mois en développement, évidemment, mais aussi dans différents domaines qui peuvent retenir votre attention. Je vous rappelle, c'est une plateforme qui a 45 000 freelances inscrits, 300 missions tous les mois, très variées dans toute la France. Donc vraiment, vraiment important que vous la découvriez si vous ne l'avez pas déjà fait.
Et évidemment, dernier point, c'est rappeler la chaîne de Quentin, Développeur Libre, donc sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, courez le faire. On mettra d'ailleurs un petit lien, je pense, sur le replay pour faire un petit raccourci vers ta chaîne. Et évidemment, ton site développeurlibre.com. On en parlait, je crois qu'il y a tout un ensemble de formations accessibles vraiment aussi bien aux débutants qu'à des gens qui sont expérimentés pour justement poursuivre sa formation sur le développement. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai parcouru vraiment tout le contenu des formations et c'est vraiment très bien construit. Et c'est assez rare que je dise ça parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses émerger. Donc, vraiment bravo une nouvelle fois. Et merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Ça fait plaisir. Top. Bah, merci à toi, merci à tout le monde. Et puis, à bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire sur le hibou. Merci Quentin. À bientôt. Au revoir. Merci, salut.